Bonjour et bienvenue pour ce 14e numéro de Pensée stratégique. Pensée stratégique, c'est le podcast de l'Acadème, l'Académie de défense de l'école militaire, et de la DICODE, la délégation à l'information et à la communication de la défense. Chaque mois, nous vous proposons un rendez-vous stratégique pour mieux appréhender la marche du monde. Et ce 14e épisode est un peu exceptionnel. D'abord, il est enregistré dans le cadre du Paris Défense Stratégie Forum, le grand rendez-vous géopolitique de l'Acadème qui, durant 3 jours, a réuni experts français et internationaux, civils et militaires, autour du thème « L'Europe à la croisée des chemins ». Deuxième spécificité de ce pensée stratégique, nous n'accueillons qu'un seul invité, en réalité une seule invitée en vérité, et c'est vous, Marie-Doa Besançon. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la secrétaire générale adjointe de l'OTAN pour la diplomatie publique, à un moment où l'OTAN aussi, et elle aussi, à la croisée des chemins. Alors une première curiosité, si vous le voulez bien, liée à votre fonction. Qu'est-ce que c'est que la diplomatie publique au sein de l'OTAN? Quel périmètre? Voilà. On fait quoi quand on s'occupe de diplomatie publique à l'OTAN? Merci pour la question. C'est vrai que le terme diplomatie publique peut paraître un peu cryptique. Ce que ça représente, c'est une des 8 divisions de l'OTAN, de son secrétariat international, basé à Bruxelles, au QG de l'OTAN donc. Et ma division s'occupe de la com, c'est la direction de la com, de la Stratcom, avec un enjeu pour elle qui est d'avoir évolué justement de la diplomatie publique avec une approche assez top-down où on informe les publics de l'histoire de l'OTAN, de son rôle, de ses missions, où on anime des cercles d'amis, si je peux dire, atlantistes, des jeunes, des parlementaires qui s'intéressent à l'OTAN. Donc ça qui a été le cœur de cette division pendant longtemps et qui bouge maintenant vers quelque chose qui est proprement de la stratcom, c'est-à-dire de la com stratégique destinée à obtenir par la communication des effets politiques et militaires. Vous êtes dans l'univers de l'influence. Oui, alors en France, on utilise beaucoup le mot influence, c'est ça. À l'OTAN, on parle de Stratcom. Il y a une direction qui s'appelle Stratcom côté militaire au SHAPE. Concrètement, ce que ça signifie, c'est qu'on a une montée en puissance de tout ce qui est capacité d'analyse, d'observation, de détection, de surveillance de ce qui se passe dans le champ informationnel. Ça passe par des outils et ça passe par des compétences. Donc vraiment des nouvelles compétences qui sont celles de data analyse qui nous permettent évidemment de mieux concevoir nos messages, etc. Donc c'est pas l'analyse pour l'analyse, c'est vraiment l'analyse destinée à avoir une communication plus percutante. Vous êtes très attentif à ce qu'on dit de l'OTAN pour mieux répondre. C'est un peu ça, j'ai bien compris? C'est exactement ça. C'est-à-dire que historiquement, et j'ai toujours dans ma division des enquêteurs donc qui sont très sensibles aux opinions. Que pensent les opinions alliées de l'OTAN? Est-ce qu'ils se sentent en sécurité? Est-ce qu'ils se sentent protégés? Est-ce qu'ils ont des doutes? Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés? Et maintenant, on est en mesure d'ajouter tout ce qui se passe en temps réel sur les réseaux sociaux. Alors, dans le prolongement de ce que vous venez de dire, vous avez participé à certains travaux de ce Paris Défense Stratégie Forum. Ce moment de réflexion et d'échange était-il particulièrement le bienvenu compte tenu des bouleversements stratégiques que nous connaissons depuis quelques semaines? C'était le bon lieu, le bon moment? Je crois qu'on ne manque pas d'animation en ce moment et même se tenait la réunion des CEMA en plein milieu du forum. Donc, des chefs d'état-major des armées? Des chefs d'état-major des armées, absolument. Donc un moment historique qui se joue au même moment sur le même lieu. Oui, ce qui m'impressionne, c'est en cette seconde édition, la pensée est plus libre que jamais, comme beaucoup de choses se jouent, se discutent très ouvertement. Je pense des choses qu'on n'aurait pas osé formuler comme ça il y a un an. Vous, ce que vous avez retenu de ces des débats auxquels vous avez participé en allant d'un amphithéâtre à un autre, qu'est-ce que vous avez particulièrement retenu? Je pense que c'est la mobilisation, le sentiment. Alors on en parle beaucoup, l'idée que les sujets de défense, c'est pas uniquement pour les militaires, c'est aussi pour la société civile, ce qu'on appelle à l'OTAN la whole of society approach. Évidemment ici, là, dans ce contexte de Acadème, c'est une évidence, mais je trouve qu'on le voit vraiment en action. Chacun avec ses petites briques qui a envie de contribuer à ce qu'on appelle la résilience. Alors, on a parlé de bouleversement stratégique, de bouleversement tout court. Et quelle est l'ambiance, vous, quand vous allez retourner à Bruxelles, dans les couloirs de l'OTAN en ce moment? Est-ce qu'on est dans l'inquiétude? Est-ce qu'on est dans la sidération? Quel est le sentiment qui domine dans les couloirs de l'OTAN?
C'est la mobilisation. Je pense que c'est un moment d'action, de mobilisation. Vous le voyez, il n'y a jamais eu autant de réunions de tous ces groupes de chefs d'État, de chefs de gouvernement qui se réunissent à Paris, à Londres, à Bruxelles, etc., avec le secrétaire général de l'OTAN, avec la présidente de la Commission européenne. Donc il y a une très forte mobilisation pour la paix, pour faire advenir ce plan de paix. Alors justement, un peu plus précisément, comment voit-on ce bouleversement de la relation transatlantique après 76 ans, hein, l'an dernier on fêtait les 75 ans, cette année c'est évidemment 76 ans de bons et loyaux services de l'OTAN? On le voit comme un défi et on le voit surtout comme une nouvelle période d'adaptation, mais on le voit comme un défi qui succède à bien d'autres défis. Ce n'est pas la première fois que cette alliance est obligée de se réadapter, de se renouveler, de repenser son efficacité. Alors, quand je vous pose cette question, comment perçoivent cette situation les partenaires européens, et je pense plus particulièrement au PECO, les pays d'Europe centrale et orientale, pour qui l'adhésion à l'OTAN était aussi importante, voire plus importante encore que l'adhésion à l'Union européenne. Je pense au grand élargissement de 2004, puis après de 2007 pour la Roumanie et la Bulgarie. Oui, vous avez raison, c'est une question existentielle. Ils l'ont exactement formulée en ces termes lorsqu'on a célébré l'année dernière les 75 ans. Certains représentants des pays disant « je ne sais pas où mon pays en serait aujourd'hui si l'OTAN n'avait pas existé ». Donc bien sûr que c'est un bouleversement. C'est surtout un moment de réflexion intense et de rassemblement des deux côtés de Bruxelles, côté UE et côté OTAN, pour préserver le sentiment de sécurité et pour préserver cette mission de protection. Alors, je voudrais quand même dire un petit mot sur l'Ukraine. L'OTAN était la cheville ouvrière du soutien à l'Ukraine. Elle a organisé, coordonné ce soutien depuis 3 ans avec un certain succès, puisqu'on... Indéniablement, sans le soutien de l'OTAN, l'Ukraine aurait probablement perdu cette guerre. Alors, petite question pratique, Marie de Besancenot. L'OTAN est une alliance composée de 32 membres. L'un d'entre eux vient de renoncer à soutenir l'Ukraine. En tout cas, un jour, il renonce, le lendemain, il semble revenir sur sa position. C'est pas très clair, mais comment ça se passe aujourd'hui? Qui fait quoi en ce moment dans le soutien de l'Ukraine, dans le soutien à l'Ukraine? L'OTAN, ce n'est pas une armée, c'est 32 armées, 32 nations qui chacune délivrent un soutien à l'Ukraine manifeste. Comment ça se passe aujourd'hui? Au sommet de Washington, il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises pour coordonner justement ce soutien à l'Ukraine, avec un certain nombre de structures qui ont été créées, dont une qui est vraiment dédiée à coordonner l'entraînement et le soutien logistique à l'Ukraine. Donc ça continue à monter en puissance. Mais ce qui est clair là aujourd'hui, c'est qu'il y a vraiment un enjeu supplémentaire de coordination avec l'Union européenne, qui elle aussi a fait beaucoup sur l'entraînement. Est-ce que vous diriez que les Européens ont pris le relais? Les Européens sont dans l'Alliance, il y a 23 Européens sur 32. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a vraiment cette prise de conscience que l'efficacité des deux organisations est aujourd'hui évidemment sur la table. Alors l'Ukraine a, et c'est un paradoxe, profondément transformé l'OTAN. La belle endormie, une organisation en état de mort cérébrale pour certains, c'est une citation du président Macron, s'est réveillée et d'une posture défensive, elle s'est réorganisée en mode offensif face à la menace russe. Alors je ne vais pas citer toutes les évolutions des dernières années, mais quelques-unes tout de même. L'Alliance d'abord s'est élargie avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède, renforçant ainsi sa position en mer Baltique. Autre exemple, le renforcement militaire défensif sur le front Est avec le déploiement de troupes, de groupes tactiques multinationaux, pour ne parler que de la contribution française en Roumanie et en Estonie. La création d'une force de réaction rapide pouvant mobiliser 300 000 soldats rapidement, je ne vais pas dire en quelques jours, mais assez rapidement, ou encore l'augmentation des budgets militaires. La quasi-totalité des pays ont atteint le chiffre de 2% de leur PIB au profit de la défense. Ça fait à peu près 380 milliards d'euros en 2023. La guerre en Ukraine a incontestablement réveillé l'OTAN. Oui, alors je réagis juste à une chose. L'OTAN reste une alliance défensive. En revanche, l'Ukraine a clairement été un wake-up call, puisque le retour de la guerre sur le continent européen.
L'Ukraine a cela de spécial que ça a été un vrai sujet de consensus, un vrai sujet sur lequel les alliés étaient vraiment alignés. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est ça, c'était évidemment un retour au cœur de métier de l'Alliance, un retour à son ADN qui obligeait aussi certaines des nations à se rappeler ce que c'était que le playbook soviétique dans plein de domaines, dont le mien, qui est vraiment celui des menaces informationnelles, et évidemment la concentration sur le flanc Est. Donc ça, ce qu'on a vu lors des différents sommets depuis 2022, c'est ces mesures de renforcement sur le flanc Est, avec tous les chiffres que vous avez évoqués, pour des besoins immédiats, et sur le plus long terme également, une trajectoire de réinvestissement dans les défenses nationales qui continue. Alors justement, vous évoquez le sommet de 2022 et le concept stratégique de 2022 Oui. de l'OTAN adopté lors de ce sommet de Madrid. Et dans ce concept stratégique, il était clairement dit que la Russie était une menace directe. Oui. C'est toujours le cas? Oui, absolument. Ce concept stratégique, il n'est pas réévalué tous les ans. Donc c'était la première fois depuis 10 ans qu'il était actualisé. Dans le langage OTAN, il y a des menaces et des défis. Les menaces, il y en a deux. C'est un, la Russie, et deux, le terrorisme. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et ensuite, dans les défis, on a la Chine et d'autres. Alors, quelle va être la place des États-Unis? La question s'impose. On ne sait pas trop ce que les États-Unis veulent faire à l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui, l'article 5, qui est la pierre angulaire de l'Alliance, reste d'actualité? L'article 5, je vais vous laisser le citer parce que je suis sûr que vous le connaissez par cœur. Non, l'article 5, en effet, c'est la pierre angulaire de l'Alliance parce que c'est la clause de solidarité qui fonde la confiance dans l'Alliance et qui crée cette alliance. Donc, Les trois mousquetaires auraient dit un pour tous pour un, c'est ça? absolument. Et ça a été encore rappelé, y compris par les nouveaux représentants américains dernièrement, que cette notion de tous pour un pour tous, elle demeure. Voilà. Après, il n'y a pas que l'article 5, il y a d'autres articles. Il y a l'article 3 notamment, qui est très important dans l'Alliance aussi, et depuis ces dernières années, qui repose aussi sur les responsabilités nationales. Eux-mêmes, les nations, à faire croître leurs propres capacités pour pouvoir faire croître également les capacités de la défense collective. Et ça reste très central dans la discussion aujourd'hui. Alors vous parlez des nations, il y en a une qui nous est chère, qui nous est très proche, c'est évidemment la France. Et au sein de l'Alliance Atlantique, la France occupe une place particulière, déjà sur le plan stratégique, parce que depuis septembre 2017 et le discours du président Macron à la Sorbonne, la France a développé le concept de pensée stratégique européenne. Alors ce concept, il a longtemps été un peu moqué, notamment dans les couloirs de l'OTAN. Est-ce qu'il refait surface dans les conversations des uns et des autres à Bruxelles, chez vous à l'OTAN, auprès de vos interlocuteurs que vous croisez dans les couloirs ou dans les réunions à l'OTAN, chez vous à Bruxelles? Je ne sais pas s'il a été moqué, je crois qu'il a été vu avec suspicion. Maintenant, ce n'est pas qu'il refait surface, c'est qu'il est absolument central. Évidemment, la question du pilier européen de l'OTAN, elle est centrale de part et d'autre de l'Atlantique. Et surtout, il y avait une prise de conscience très évidente que là, maintenant, il ne s'agit plus d'en parler, il s'agit vraiment de le mettre en œuvre, de délivrer avec les enjeux industriels que ça engage, les enjeux de production. Et c'est ça ce qui est marquant dans les discussions à l'OTAN depuis maintenant 6 mois, c'est ce retour en effet à des considérations extrêmement capacitaires, industrielles, extrêmement concrètes. Alors là encore, la France occupe une place particulière au sein de l'OTAN. Sur le plan militaire, l'armée française est la première armée en Europe, hein. Évidemment la seconde au sein de l'OTAN après les États-Unis, vous êtes d'accord? Il y a la Turquie, la Pologne. On peut aussi penser à d'autres armées qui investissent massivement. Je dirais qu'elle est la première parce qu'elle est une force complète, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais elle peut prendre en charge tout le spectre des missions, sans oublier bien sûr la maîtrise de l'arme de dissuasion, ce qui fait quand même une grande différence entre la France, la Turquie ou la Pologne. Alors elle est même le seul pays européen à maîtriser tout le cycle nucléaire. Alors, question naturelle, lorsqu'on est à Paris, au Paris Défense Stratégie Forum, la France va-t-elle être amenée à prendre naturellement plus de place au sein de l'Alliance?
Vous évoquez la dissuasion, ce sont des discussions nouvelles. Lorsqu'on voit l'ouverture côté polonais, côté allemand, c'est des discussions qui étaient quasiment impossibles dans ce cadre-là par le passé et qui adviennent aujourd'hui. Après, la place de la France, je pense qu'elle l'a toujours occupée au sein de l'Alliance. Son armée a toujours été extrêmement mobilisée avec une participation très importante à tous les exercices de l'OTAN. Elle n'est pas membre des plans nucléaires. Non. Oui. Ce qui en fait une spécificité, une originalité. C'est une spécificité de ne pas participer à ce comité, ce qui n'enlève rien au fait qu'elle contribue à la crédibilité nucléaire de l'Alliance en ayant la sienne. Alors, ce qu'on évoquait là, ce sont pour l'instant des mots, des thèmes de discussion, mais on ne peut pas ne pas faire attention que le futur chancelier allemand Friedrich Merz a évoqué que le parapluie nucléaire français pourrait, pourquoi pas, s'étendre à l'Allemagne, et une fois qu'il est entendu à l'Allemagne, pourquoi pas à d'autres pays européens. Je pense que c'est une petite révolution à Berlin, puisque traditionnellement, l'Allemagne était un pays très attentiste, et les Américains ont à nombreuses reprises expliqué que les Allemands ne faisaient pas l'effort nécessaire en matière de défense. C'est une petite révolution pour vous, les propos de Friedrich Merz à propos de l'éventuelle extension, de la possibilité d'une extension du parapluie nucléaire français en Allemagne et au-delà? Je crois que c'est une petite révolution, surtout pour l'Allemagne, sa population qui est en train de se réapproprier ces thèmes-là, le thème de la guerre, le thème de la résilience, se préparer à reconstituer une armée, plus que pour l'Alliance, mais en effet, c'est une nouvelle manière de formater les débats et des sujets qu'on n'avait pas avant. Est-ce que c'est une piste de réflexion pour l'avenir de l'Alliance, à un moment où l'un des membres de l'Alliance, on ne sait pas trop, mais menace de s'éloigner au moins de l'Alliance? En tout cas, ce qui est certain, c'est que le sujet de la dissuasion est très important. Il est important depuis 2014, je dirais. Il est encore plus important depuis 2022. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que beaucoup plus de pistes sont ouvertes qu'il y a encore 2 ans. Alors, à l'Alliance, on parle toujours du partage du fardeau, hein, ce qui est un thème récurrent à l'Alliance depuis... je vais dire des décennies, on est d'accord, Absolument. Le partage du fardeau. Là, le fardeau, il est un peu mieux rééquilibré. Ce partage, il est à peu près équilibré, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, il y a une tendance très très forte. Le pilier européen de l'Alliance, par définition, se renforce. Est-ce qu'il va devenir le principal pilier de l'OTAN? En tout cas, il y a un message clair adressé par les États-Unis à leurs partenaires, qui est un message qui n'est pas nouveau. Et il y a une trajectoire qui a été enclenchée. Donc le précédent secrétaire général l'a mis absolument au centre de son mandat, qui était vraiment ce fameux seuil des 2%, avec des résultats concrets qui sont qu'aujourd'hui, on a 23 alliés sur 32 qui y sont déjà et qui continuent de grandir. Et puis surtout, des débats maintenant initié en l'occurrence par des nouveaux chiffres mis sur la table par le président américain, entre 3 et 5%, qui sont en effet des chiffres très différents de ceux sur lesquels on était et qui sont un retour à des chiffres qu'on avait pendant la guerre froide. Et on a déjà certains alliés qui sont en train d'atteindre ces chiffres-là. Je pense à la Pologne. La Pologne, les pays baltes, ou certains pays baltes, et effectivement la France, comme les autres pays, va voir son budget de défense augmenter. C'est évidemment le cas de l'Allemagne, qui a beaucoup de retard, mais qui met les bouchées doubles, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, Marie-Doa Besancenot, les Européens sont-ils l'avenir de l'OTAN ? Je pense que l'avenir de l'OTAN, c'est son unité et c'est évidemment sa dimension transatlantique, donc avec les États-Unis, avec le Canada. En revanche, ce qui est clair, c'est que cette dynamique à laquelle on assiste là depuis quelques semaines, puisqu'on est encore en plein milieu, elle est en train de se structurer et ça ne se fera pas en un jour. C'est-à-dire que les désinvestissements dans la défense qui ont été consentis pendant pas mal d'années, avec des reculs jusqu'à des chiffres jusqu'à 1% d'investissement. Voire moins de 1%. Voilà. Il faut évidemment remettre en place des stratégies nationales, des complémentarités, des chaînes de production. Voilà. Ça ne se fera pas en un jour. Donc, bien sûr que le pilier européen est en train de se structurer avec, on a vu ces dernières semaines, des propositions européennes
européenne qui vont permettre de levier des obstacles budgétaires, etc., restent les grands sujets qui sont celui de l'interopérabilité, bien sûr, qui est vraiment le cœur de métier de l'OTAN, le sujet de la standardisation pour qu'on puisse travailler ensemble, et puis les sujets des achats en commun, qui sont des sujets qui étaient traditionnellement complètement portés par l'OTAN, dans lesquels l'OTAN a vraiment un cadre, une expérience et une efficacité qui est démontrée, et ça restera. Merci Marie-Doa Besancenot d'avoir été l'invitée de Pensée stratégique, le podcast de l'Acadème et de la DICODE. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale adjointe de l'OTAN pour la diplomatie publique. Et en ce qui nous concerne, eh bien, on se donne rendez-vous dans un mois, mais dès maintenant, comme à l'habitude, c'est à vous de penser stratégique. Au revoir. Merci.